Bon, je ne présenterai pas trop longtemps l'orateur François Guyot, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et membre de notre unité, et donc qui va nous parler aujourd'hui de biominéralogie des nanomatériaux. C'est à toi, François. Merci beaucoup, Karim. Donc, je démarre mon petit chrono. Donc, merci beaucoup de l'invitation, hein. Je suis très honoré de faire le séminaire de rentrée de l'IMPMC. Alors, je vais vous donner tout de suite dans ma première slide un peu ce que sera l'esprit de ce séminaire, les choses principales. Ah, du coup, voilà. Donc, on part du principe que, effectivement, les organismes vivants fabriquent des nanomatériaux pour des raisons diverses, hein. Souvent, c'est des sous-produits de leur métabolisme. Mais évidemment, ces nanomatériaux contribuent à leur impact environnemental de façon importante. Donc, ça, c'est une partie importante des études biogéochimiques, mais ce n'est pas trop de ça dont je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur le fait que dans tous les cas, même quand ces matériaux ont l'air d'être pas forcément évidents pour l'organisme, ça a toujours un sens en termes d'adaptation, et j'essaierai de vous montrer des exemples de ça. Et finalement, comme il y a in fine une fonction en termes d'adaptation, eh bien, en raison de ces fonctions, il peut arriver que ces nanomatériaux aient des propriétés très intéressantes, et du point de vue donc d'un institut de sciences des matériaux, ça peut être extrêmement une façon très très intéressante de fabriquer des matériaux avec des fonctionnalités et des propriétés intéressantes. Donc, je vais commencer par un exemple introductif. Alors, c'est un exemple qui ne vient pas de ma propre recherche, mais qui vient de l'IMPMC. Donc, c'est une découverte qui a été faite principalement par Karim, et puis sur laquelle Karim et d'autres personnes à l'IMPMC continuent à travailler de façon active au cours de toutes ces années. C'est effectivement une coexistence très intéressante, une production très intéressante de nanomatériaux. Donc, vous voyez ces petits globules de carbonate sur cette image de la cyanobactérie. Donc, ils sont effectivement nanométriques. Ce sont des carbonates amorphes. Alors, la cyanobactérie, elle fonctionne en faisant de la photosynthèse oxygénique. Et je vais utiliser cet exemple introductif pour discuter en quoi ces connexions, ces adaptations en quoi ça peut tirer la recherche au moins de ce point de vue-là. Alors, j'ai réécrit ici les équations chimiques de base. Donc, la photosynthèse oxygénique, elle est écrite ici, hein, vous la voyez, si vous voyez ma flèche. Donc, le CO2 est combiné avec l'eau pour former CH2O qui symbolise la biomasse, et il y a production d'oxygène. Donc, c'est comme ça que ce petit réacteur chimique qu'est la cyanobactérie fabrique sa biomasse et croît et se divise. Et j'ai écrit en dessous la réaction de précipitation des carbonates. Alors, dans les systèmes naturels, les carbonates, ils sont essentiellement sous forme de l'ion bicarbonate. Et donc, on a la formation du carbonate solide, CaCO3, et vous voyez que cette formation s'accompagne de la libération de CO2 et d'eau. Donc, en fait, les produits de la précipitation des carbonates sont les produits de départ de la photosynthèse. Et évidemment, tout de suite, ça évoque une relation fonctionnelle possible entre le nanomatériau, le carbonate formé, et le CO2. Alors, j'ai ici écrit le couplage. Alors, si on fait un couplage complet, 1 pour 1 des deux réactions, bah, on voit que la précipitation des carbonates, couplée à la photosynthèse oxygénique, eh bien, il n'y a pas de production de CO2 du tout. Mais dans la biosphère, en fait, ce couplage est partiel, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas de 1 pour 1. Donc, il y a une certaine production de CO2 qui dépend du taux de couplage,
Et ce taux de couplage, ben, il est donc fondamental, et ça, tous les modèles de cycle du carbone le montrent, c'est fondamentalement quelque chose qui va contribuer fortement à déterminer la pression de CO2, donc l'évolution climatique à toutes les échelles de temps, l'évolution de la température du système. Donc, si vous voulez, du point de vue, donc c'est extrêmement important de comprendre ce couplage, et évidemment, disposer d'un système comme celui que je vous ai montré, qui permet d'étudier dans un même réacteur unicellulaire ce couplage très proprement et ces mécanismes, et c'est vraiment extrêmement important de plein de points de vue. Donc, voilà. Alors moi, je vais utiliser la photosynthèse oxygénique pour introduire un autre aspect de la photosynthèse oxygénique qui m'amènera à mon premier sujet, disons. C'est le fait que la photosynthèse oxygénique, ça produit beaucoup d'oxygène, hein, et qu'en fait, l'oxygène, c'est un toxique énorme, en particulier parce que quand on est en milieu aqueux, qu'on a de l'oxygène, on a cet ion O2-, là, cet ion radicalaire O2-, le superoxyde, qui détruit toute la matière biologique hyper facilement. C'est à la base des systèmes de désinfection. Et donc, on voit que la photosynthèse oxygénique, on comprend pourquoi elle n'a pas évolué tout de suite sur Terre, hein. Il a sûrement fallu avoir plusieurs milliards d'années avant qu'un système ne puisse tolérer ça. Et en fait, donc, c'est bien expliqué, hein. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Bon, j'aime bien cet article-là. C'est assez intéressant de comprendre que il faut contrôler ces fameuses espèces réactives de l'oxygène, donc qui dérivent du fait qu'on produit de l'oxygène. Il faut contrôler ces ROS, pour pouvoir vivre tout simplement dans ces conditions-là. Alors, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant parce que il y a une chose qui est assez remarquable, c'est que on ne sait pas bien comment les organismes ont pu s'adapter à ça et comment ça a pu évoluer. Mais ce qui est clair, c'est que dans la photosynthèse oxygénique, donc celle dont je vous ai parlé maintenant, on a toujours ce système, hein, qui est au centre des protéines impliquées dans la photosynthèse oxygénique. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit cluster métallique. Donc là, c'est CaMN4O5. On a un cluster avec avec du manganèse à différents degrés d'oxydation et qui est vraiment au cœur des organismes photosynthétiques oxygéniques. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans les organismes photosynthétiques mais pas oxygéniques, hein, ça existe, eh bien, on n'a pas ce cluster-là. Donc, il y a vraiment une relation. Alors, après, il peut y avoir des transferts un peu compliqués, mais a priori, c'est vraiment associé à la photosynthèse oxygénique. Et en allant plus loin, bon, vous savez qu'il y a la photosynthèse oxygénique, mais les organismes, quand il y a eu de l'oxygène, se sont adaptés à la respiration oxygénique, qui est très, très efficace thermodynamiquement, hein. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au cœur de la mitochondrie, hein, dans les mitochondries, on a aussi des systèmes, alors ce n'est pas des clusters cette fois, mais on a aussi des systèmes avec du manganèse à différents degrés d'oxydation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, ça introduit le premier point que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est le fait que les oxydes de manganèse pourraient être des bons candidats pour expliquer au moins une partie du contrôle dans les écosystèmes exposés à ces espèces réactives de l'oxygène. Alors, le principe général est simple, hein. C'est que quand on a les formes réduites, manganèse 2+, ou 3+, elles peuvent interagir avec les ions superoxydes et en fait les détoxifier, les ions superoxydes, pour former, alors c'est encore pas terrible le H2O2, mais bon, il y a d'autres systèmes qui prennent soin de H2O2, hein, qui est aussi un problème, mais c'est beaucoup, beaucoup moins toxique. Le vrai problème, c'est vraiment l'ion superoxyde. Alors, juste pour vous illustrer ça, ça a l'air d'être un processus environnemental qui n'a pas été bien connu, hein. Il y a des études dessus, bien sûr, mais qui a l'air d'être vraiment très, très général.
Par exemple, là, je vous montre des résultats de la thèse de Thaïs Quanon. On voit que si on prend des Escherichia coli, donc qui sont des organismes qui, a priori, ne sont pas connus spécialement pour fabriquer des oxydes de manganèse, et bien, en fait, les Escherichia coli, quand on les met en présence de Mn2+, elles minéralisent, donc tout le monde minéralise en fait un peu de MnO2, ou du moins tous les organismes qui ont un métabolisme oxygénique, hein, de respiration de l'oxygène. Et on a pu montrer que en fait, c'est probablement lié. Alors ça, sur cette figure, je vais vous l'expliquer vite fait, mais si vous regardez les barres vertes, ça correspond au taux de production de superoxyde dans des biofilms, donc la d'Escherichia coli. Et ce taux de... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Escherichia coli, quand elle vit, elle respire de l'oxygène, donc elle produit forcément des superoxydes, des ROS, des espèces... que ces ROS sont plus ou moins, sont particulièrement efficacement pris en charge dans des biofilms d'Escherichia coli. Et ce qu'on a vu ensuite, c'est que quand on met ces systèmes en présence de Mn2+, eh bien, on voit, alors ça c'est une image de microscopie électronique en transmission, on voit pas grand-chose là dans le STEMIS, mais là, ça c'est des cellules d'Escherichia coli qu'on voit ici. Il y a un précipité de phosphate de manganèse parce que, si vous voulez, la réponse au stress manganèse, on a mis quand même pas mal de manganèse, donc ça crée des phosphates de manganèse à la surface des cellules. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a du MnO2, donc qui est d'une certaine manière biominéralisé par les colis. Ce MnO2, alors c'est pas facile de l'étudier parce que vous voyez, c'est vraiment du nano tout petit, de l'ordre du nanomètre. Et mais c'est effectivement très probablement, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est très probablement la réponse, si vous voulez, pour détoxifier les ROS, pour détoxifier ces espèces réactives de l'oxygène et fabriquer ainsi des petites nanophases de MnO2 dans la matière biologique pour lui éviter d'être détruite, tout simplement. Alors, du coup, pour étudier un peu plus ce problème, on a cherché un petit peu une machine qui permettrait de nous fabriquer des ROS et de mettre les bactéries en présence. Et en fait, on a trouvé, bon, c'est peut-être pas une idée neuve du tout, hein, mais on a trouvé que le faisceau d'électrons du microscope électronique en transmission, c'était une bonne machine pour fabriquer des ROS, ça c'est bien connu. On fabrique, il y a même des gens qui dosent ça. Donc, si on envoie le faisceau d'électrons sur de l'eau, on fabrique des ROS. Donc, l'idée, c'était de mettre dans le microscope électronique des bactéries, d'irradier l'eau et de voir en fait, de booster un peu ce phénomène pour voir l'interaction avec les ROS. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec les collègues de Paris 7, là, donc dans le cadre de notre centre de microscopie électronique de Paris Centre. Donc à Paris 7, là, à Diderot, ils sont spécialisés dans la possibilité d'avoir une cellule liquide, liquid cell, et de faire du microscope en transmission. Donc, on pourrait le faire chez nous aussi à terme, hein, parce que ça va être une technique, à mon avis, qui va être assez intéressante. Donc, on peut faire de la microscopie in situ dans l'eau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé dans ces cellules, on a chargé les bactéries avec du Mn2+. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait un contrôle sans Mn2+, donc là, vous avez juste les bactéries et les ROS qui sont produits par l'irradiation. Ben, bon, vous voyez les images ici. Vous avez une Escherichia coli ici, donc dans la cellule liquide. Et vous voyez qu'elle est complètement détruite, la matière organique est complètement détruite avec des doses qui sont très, très, très rapidement en fait. Donc on a une destruction complète. Alors que quand on met le Mn2+, donc si on prend le contrôle, ben là, en fait, on a quelque part une protection au moins de la morphologie bactérienne et la formation
d'oxyde de manganèse. Donc, on a vraiment ce phénomène que je vous illustrais disons, d'interaction entre les ROS et le manganèse pour former des oxydes de manganèse et possiblement détoxifier le système. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, vous n'avez pas du tout d'oxyde de manganèse en dehors des bactéries, sauf dans un cas, quand vos bactéries sont entourées là, c'est une bactérie qui produit de la cellulose. Donc, vous voyez, il y a de la cellulose partout autour, en fait, on ne la voit pas. Mais vous voyez que là, la nucléation et la croissance des oxydes de manganèse se produisent, donc ça c'est in situ dans le microscope électronique, se produisent sur la surface qui contient de la cellulose et à proximité dans la cellulose. Donc ça, c'est des choses qu'on peut analyser. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a en fait des systèmes qui, quelque part, détoxifient, alors soit détoxifient les ROS d'une certaine manière, et peut-être qu'on peut rêver ensuite sur d'autres bactéries, pourquoi pas, d'avoir des systèmes bactériens vivants un jour dans le microscope électronique et de pouvoir étudier, comme on le fait là, en fait, des systèmes de biominéralisation, mais de façon, disons, directe, active, in situ, dans le microscope électronique. Alors, cette détoxification des MnO2 par les oxydes de manganèse des ROS, ça m'amène à une spéculation. Alors, c'est extrêmement spéculatif, évidemment, mais finalement, quand je posais la question tout à l'heure de savoir comment vivre avec l'oxygène, comment réussir à vivre comme ça, il est possible, ça c'est complètement spéculatif, que les premiers métabolismes oxygéniques ont peut-être survécu parce que en fait, il y avait de la minéralisation d'oxyde de manganèse dans leur entourage qui permettait de détoxifier cet oxygène. Et du coup, l'histoire du manganèse dans le photosystème 2, l'histoire du manganèse dans les superoxydes dismutases des mitochondries, tout ça, est-ce que finalement, ça ne serait pas un reste ou un témoin ou un marqueur de ces états donc, ça c'est intéressant, ça amène à des remarques supplémentaires. Avec mon collègue Pierre Sanjoffre, mon collègue de bureau, on s'est dit, du coup, si on arrivait à avoir de la biominéralisation de manganèse dans les anciens systèmes géologiques, peut-être qu'on verrait des choses intéressantes se passer lors des augmentations d'oxygène. Peut-être que ça a joué un rôle. En tout cas, c'est le genre de choses qui, disons, font avancer la recherche sur ces systèmes. Un autre intérêt, c'est qu'évidemment, du coup, ces systèmes MN3, MN4 en particulier, avec les transferts électroniques qu'ils impliquent, avec la possibilité d'avoir dans des systèmes oxygéniques, je dirais bien oxygénés, des systèmes qui fonctionnent bien, qui sont bien compatibles avec la biologie grâce à ces phénomènes de détoxification, ça amène des possibilités très intéressantes. Et ça, c'est en particulier avec le développement de batteries, de matériaux de batterie. C'est le travail de thèse de batterie lithium, c'est le travail de thèse de Laura. Et je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, elle vous en parlera elle-même, mais il y a des résultats vraiment super intéressants. Donc, on voit comment ce matériau, finalement, par rapport à ce que je vous donnais au début comme indication, comment ce biominéral MnO2, là, oxyde de manganèse, MnOx, peut en retour inspirer des choses très intéressantes pour les matériaux. Voilà, donc ça m'amène maintenant, je regarde juste le temps pour voir comment je me place en timing, ça m'amène à mon deuxième aspect. Donc, je vais vous parler cette fois de biominéralisation par des archées hyperthermophiles. Donc, hyperthermophiles, ça veut dire qu'elles ont leur optimum de température au-dessus de 80 degrés
Et donc, elles peuvent vivre à très haute température, et même qu'elles doivent vivre à très haute température, d'ailleurs, en général. Et je vais discuter de nouveau du rôle de nanomatériaux par rapport à ces micro-organismes. Alors, le milieu naturel d'inspiration de tout ça, c'est ce qu'on appelle les fumeurs noirs. J'aurais pu parler aussi d'autres formes d'hydrothermalisme, mais les fumeurs noirs, c'est vraiment des zones très spectaculaires parce que c'est vraiment le contact entre la Terre interne et la Terre externe. Et en gros, si vous voulez, c'est un endroit où le matériau réduit de la Terre interne s'oxyde au contact d'enveloppes fluides un peu plus oxydées ou beaucoup plus oxydées. Et en fait, on pense que c'est un des lieux importants de la régulation de l'oxygène et de la régulation redox de la planète. Donc, c'est vraiment des systèmes importants. Et en même temps, c'est des systèmes desquels on a isolé les micro-organismes qui vivent aux plus hautes températures connues. Le record qui est très discuté, c'est de 122 degrés. Le record homologué, c'est 113 degrés. Mais voilà, donc c'est de ces systèmes-là qu'on a isolé les organismes de plus haute température connus. De plus, il y a une biomasse extrêmement abondante qui est associée à ces organismes, à ces systèmes hydrothermaux, alors que d'autres systèmes hydrothermaux qui pourraient paraître plus évidents n'ont pas des biomasses énormes. Là, il y a vraiment des biomasses locales extrêmement importantes. Ça crée des écosystèmes, hein, vous en avez entendu parler, avec des animaux, des crevettes, des moules, etc. Donc, et à la source, disons, de la chaîne alimentaire de cet écosystème, se trouvent des micro-organismes de très haute température. Mais en fait, on ne connaît pas bien leur rôle, donc il y a plein de choses à étudier. Donc c'est ça qui m'a amené à étudier ces matériaux, parce que c'est très intéressant, il y a de la régulation, mais du coup, c'est un milieu qui est extrêmement minéralisé. En fait, la fumée noire, là, c'est surtout des sulfures, donc des sulfures qui précipitent. Et alors, c'est surtout des sulfures de fer. Et alors, ce qui est très intéressant, là, je vous montre une image que j'ai prise sur une campagne qui a eu lieu dans l'Atlantique récemment. Donc, ce que vous voyez, c'est une image de MEB colorée artificiellement. La barre d'échelle, elle est de l'ordre du micron. Oui, c'est ça, ce qu'est barre un micron. Et en fait, vous voyez très bien les sulfures de fer, mais en fait, ce qui précipite dans la fumée, c'est du FeS. C'est essentiellement du FeS. Et alors que quand vous regardez des cheminées un petit peu avancées, un petit peu structurées, ici une cheminée pareille vue en MEB mais en lame mince, vous voyez plein de choses, hein, parce que la cheminée, elle s'est développée dans un gradient de température entre 400 degrés et 2 degrés. Et bon, alors, ce que vous voyez plus beaucoup de FeS dans la cheminée, alors que c'était du FeS, la fumée. On ne voit plus beaucoup de FeS, et en fait, ce qui se passe, c'est que le FeS, il a été converti en FeS2, en pyrite. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, la pyrite, c'est beaucoup plus oxydé que FeS, donc c'est cette régulation dont je vous parlais de l'état redox. Alors, il y a des pyrites de très haute température, ça on comprend très bien comment ça se passe, c'est de la chimie de très haute température supérieure à 250 degrés. Par contre, à l'endroit où on est aux limites de la ville, hein, entre 80 et 150 degrés, on a toute une gamme de pyrites secondaires. Et voilà. Et donc une idée, c'est qui contribue à ça? Est-ce que c'est de la biologie? Est-ce que c'est pas de la biologie, etc. Comment faire ces pyrites là? Et du coup, avec ma collègue Aurore Gorlas, hein, qui est en fait la responsable principale de toutes ces recherches là sur les archées hyperthermophiles, avec Aurore qui est à Gif-sur-Yvette, qui vient de déménager à Gif-sur-Yvette. Il se trouve on a sous la main, je dirais, les habitants principaux de ces cheminées. C'est des thermococcales. Alors, ça reste à discuter, hein, c'est pas facile de savoir qui sont les habitants principaux des cheminées, mais vraisemblablement, c'est probablement 80% de la biomasse très chaude, c'est des thermococcales. Donc ça, c'est des choses qui sont discutées. Alors les thermococcales, elles sont très intéressantes. Elles ont un métabolisme, je dirais, le plus connu, qui est de respirer le soufre zéro, si vous voulez. Donc elles prennent du soufre zéro
au lieu de respirer de l'oxygène, elles respirent du soufre zéro, quoi. Et donc, elles produisent des sulfures et produisent du H2S. Et elles ont un autre métabolisme quand le soufre zéro est bas, qui est de prendre de la matière organique et de fermenter. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, dans tous les cas, elles prennent de la matière organique, soit elles la respirent avec du soufre zéro, soit elles la fermentent, elles produisent de l'hydrogène. Et vous voyez que si c'est les habitants vraiment majoritaires du système, bah, ça pose un petit problème parce qu'en général, dans les écosystèmes, bon, bah, il y a des producteurs primaires qui fabriquent la matière organique et puis et ensuite, nous, par exemple, qui utilisons constamment la matière organique produite. Ici, il semble qu'on ne voit pas trop les producteurs primaires. Il y en a un petit peu, il y a quand même quelques méthanogènes, mais on ne voit pas trop les producteurs primaires, on voit surtout elles. Donc, ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus, parce que ça a l'air d'être les grands acteurs biologiques de ces fumeurs noirs. Mais aussi, quand on les met en culture, elles produisent très rapidement des pyrites. Et très rapidement, ça veut dire en quelques jours. Et ça, Arnaud Duverger, qui fait sa thèse à l'IMPMC, qui finit sa thèse à l'IMPMC, vous dira pas le contraire. Faire des pyrites à des micro-organismes, en fait, c'est une mission quasi impossible. En fait, presque personne n'a reporté ça. Alors, Arnaud, dans sa thèse, a commencé à en montrer. Il y a des gens qui ont réussi à en faire de façon abondante avec des méthanogènes très récemment. Mais en fait, c'est vraiment très, très intéressant d'avoir des micro-organismes qui sont capables de fabriquer des pyrites. Donc, on s'est dit, voilà, est-ce que ce n'est pas ça qui explique les pyrites des black smokers? Et de fait, on a compris à peu près comment ça se passait, la formation des pyrites. Pourquoi ça marche si bien? C'est qu'en fait, les thermococcales, quand elles sont dans leur état normal, entre guillemets, elles ont des vésicules de soufre. Vous voyez, donc là, c'est une image de microscopie en transmission de la thermococcale. La barre d'échelle, la thermococcale, elle fait à peu près 1 micron. C'est une coque de 1 micron. Et à l'intérieur, vous avez des petites vésicules de soufre. C'est du soufre alpha ou du soufre bêta. Il y a un peu une discussion. Et voilà, qui font quelques dizaines de nanomètres. Et du coup, quand on a du soufre, là, on comprend bien, parce que quand on injecte le fer de plus, quand il y a un pulse hydrothermal, par exemple, ou quand nous, dans une culture, on injecte du fer de plus, eh bien là, il y a les complexes FeS, si vous voulez, ou le FeS qui s'est formé, qui réagit avec du soufre, et on fait très facilement la pyrite. En dehors des pyrites, en dehors des zones où il y avait du soufre, donc en dehors des cellules, en dehors des vésicules, là où on n'a pas le soufre zéro, en fait, il se trouve qu'on fait un sulfure aussi, et que c'est très intéressant parce que ce sulfure, c'est un sulfure de fer, c'est la grégite, mais c'est un sulfure qui contient du fer 3, du fer 3+, alors qu'on est dans un milieu strictement anoxique. Alors ça aussi, on a à peu près compris comment ça pouvait se passer. On a mis quelques étapes. En fait, il y a un précurseur de ce sulfure de fer qui contient du fer 3, qui est un phosphate de fer à valence mixte 2,3. Alors en fait, ça on le voit, c'est qu'avant que les sulfures se forment, en fait, quand on injecte le fer dans les cultures, la première chose qui se forme, c'est une réaction, disons, et les cellules ne se sentent pas très bien. La première chose qui se passe, c'est que les cellules fabriquent en réaction, comme très souvent, je vous avais montré le phosphate de manganèse tout à l'heure, elles fabriquent le phosphate de fer. Mais là, c'est un phosphate qui contient aussi du fer 3. Et là, on a réussi avec Aurore à se greffer, grâce à leur bienveillance, sur un temps de faisceau de Guillaume Morin et Pierre Lepape. Et en fait, donc Guillaume a exploité les spectres là, et ça a donné vraiment, ça a confirmé ce qu'on voyait de façon très très intéressante. Vous voyez, si vous regardez juste les deux graphes du bas, les spectres d'absorption X, donc vous avez le spectre d'absorption X en rouge, c'était sur la ligne Samba à Soleil. Quand vous êtes à des temps faibles, peu de temps après l'injection, on a le FeS qui a précipité partout. Et sur les cellules,
on a, bon alors là ça a été simulé avec un mélange de vivianite et de phosphate de fer 3 amorphe. On ne sait pas exactement ce que c'est, ça c'est en cours d'étude, mais on a effectivement des phosphates. Et quand le temps avance, bien, ces phosphates disparaissent en fait, et on a la grégite et la pyrite qui se forment, c'est-à-dire exactement ce qu'on voit. Et ça, c'est vraiment bien confirmé à l'échelle macro par, par ces données d'absorption X. Donc, on sait évidemment les phosphates de fer, bon, le sulfure de fer qui précipite au début de culture après l'injection de fer, les phosphates de fer qui se forment sur les cellules, on voit que ces nanomatériaux qui se forment partout, c'est très très mauvais pour les cellules, et les cellules, elles ont vraiment pas l'air bien. Et effectivement, on a fait une mesure qui permet de voir la quantité de cellules vivantes. Donc, c'est ce qui est sur ce graphe. Donc, ça, c'est une mesure d'ATP. L'ATP, grosso modo, c'est une molécule qui ne peut être synthétisée que par les cellules vivantes. Donc, quand on mesure de l'ATP, on mesure les cellules vivantes, il y a plus ou moins des calibrations. Donc, suivez juste la courbe en vert, là. Donc, avec la courbe en vert, qui correspond à l'expérience que je vous décrivais, donc on injecte le fer de plus à un moment donné. À ce moment-là, tout de suite, instantanément, en fait, la quasi-totalité des cellules meurent. La quasi-totalité des cellules meurent, mais dans certaines conditions, et c'est là où ça devient vraiment très, très intéressant, au bout d'un certain temps, eh ben, on a en fait la culture repart, quoi. Et là, vous voyez du coup un début de pensée, disons, un peu écologique en se disant, voilà, est-ce que finalement, avec ces nanomatériaux qui sont délétères, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie plus loin qu'une simple cellule individuelle égoïste? Et en fait, on n'a pas toutes les réponses à ça, mais quand on regarde à ces temps intermédiaires, où il n'y a presque plus de cellules, on voit que, bon, bah là, vous avez les cellules et les vésicules minéralisées, mais on voit qu'il y a certaines cellules qui n'ont pas l'air du tout minéralisées. Et donc, on pense que ça, c'est des survivants, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas minéralisé? Est-ce qu'elles n'avaient pas de vésicules de soufre parce qu'elles sont génétiquement différentes? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est purement stochastique? Enfin bon, en tout cas, il y a quelques cellules qui ne sont pas minéralisées. On voit bien leur carbone, leur azote. Enfin bon, elles sont bien. Et quand on regarde par contre à des temps plus longs, quand c'est reparti, en fait, bah, ces cellules non minéralisées, bon, vous ne les voyez peut-être pas bien, puis elles sont un peu minéralisées là, mais il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup. Et on se dit, bon, bah voilà, est-ce que finalement, on n'a pas détoxifié tout le soufre du système sous forme de grégite et de FeS2? Et est-ce que maintenant que le soufre est bien détoxifié, est-ce qu'elles ne peuvent pas fonctionner avec le métabolisme dont je vous parlais, la fermentation, qui n'exige pas forcément le soufre? Et voilà. Donc ça, c'est des questions intéressantes. Et donc, si je résume un petit peu au niveau des réactions chimiques, alors c'est un peu compliqué, mais le genre d'hypothèse, disons, de travail où on essaye de comprendre les implications de tout ça, de ces formations de nanomatériaux pour l'écosystème, je vous le résume vite fait. Donc, au point de départ, de toute façon, il y a beaucoup de H2 et de CO2 dans le système. Et H2 et CO2, bah, quand on n'a pas de lumière, c'est le point de départ de la production de biomasse. Donc, de ce point de vue-là, j'ai plus mon... Si. De ce point de vue-là, voilà, on est dans un système qui peut fonctionner biologiquement. Mais il y a des tas de systèmes comme ça où ça marche très peu. Par exemple, dans les systèmes hydrothermaux qui n'ont pas de soufre, bah, il y a quelques méthanogènes qui réussissent à fonctionner, mais elles captent 1 pour 10 000 de la possibilité métabolique qui est offerte par le système. Bon, ici c'est pareil, sauf que ici, bah, on voit qu'on a des phénomènes, parce qu'il y a du H2S en fait dans le système, on a des phénomènes qui conduisent à la formation de grégite et à la formation de pyrite. Et il se trouve que les nanopyrites et surtout les nanogrégites, il y a un article très intéressant, mais il y a plusieurs études, c'est des catalyseurs remarquables qui sont très étudiés en ce moment dans la valorisation du CO2. C'est des catalyseurs pour synthétiser des molécules organiques de façon abiotique.
C'est à la base de la théorie de Westerhäuser, d'ailleurs, sur l'origine du vivant, hein. Il dit que c'est parce qu'il y a du soufre, en fait, que ça marche, quoi. Et c'est une intuition qui est assez intéressante. Et du coup, bah voilà, on aurait peut-être une vision de cet écosystème où on synthétiserait plein de molécules organiques abiotiques. Puis ces molécules organiques abiotiques, bah, elles pourraient être utilisées soit en respiration, soit en fermentation par les thermococcales, qui n'auraient donc pas besoin forcément de producteurs primaires. Et à ce moment-là, bien effectivement, du coup, on voit que c'est important pour les thermococcales de vivre avec ces minéraux qui sont, si ça leur sert de catalyseur pour modifier leur milieu, pour produire leur nourriture, je dirais, d'une certaine manière, l'écosystème, il fonctionne un petit peu différemment. Alors, il y a une autre fonction qu'on a découvert et qui est la suivante, c'est que pour vivre, il faut du phosphore aussi. Et que, en fait, quand les sulfures précipitent, la grégite, la pyrite, et précipitent sur les phosphates de fer 2 et 3, la grégite surtout, hein, c'est ce que je vous montrais, et ça relâche des phosphates en solution, et c'est sûrement un moteur très important de l'écosystème. Donc, en conclusion, on voit que ces phosphates de fer et ces sulfures de fer, ils sont a priori pas bons du tout si je me place du point de vue d'une cellule. J'ai 99,9% de chances de mourir si je me trouve dans le milieu hydrothermal au moment où il y a un pulse à ce moment-là. Mais en fait, on voit qu'il y a quand même une adaptation et à la limite, bon, bah, peut-être que ces thermococcales sont en train d'utiliser ces minéraux pour modifier leur milieu et pour pouvoir vivre avec éventuellement des métabolismes différents. Donc ça, c'est cette espèce d'écosystème. Chloé Truong, qui commence son PhD, elle va vraiment travailler là-dessus. Et évidemment, ça donne des idées, ces grégites, ces nanogrégites, ces nanopyrites, la façon dont elles fonctionnent, la façon dont elles sont structurées, ça donne des idées potentielles intéressantes sur les matériaux. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des oxydes de manganèse et puis de l'internalisation, disons, du manganèse qui posait question dans les systèmes biologiques riches en oxygène. Il y a une idée, alors c'est une idée qui est absolument pas neuve, hein, c'est une idée que je pense qu'elle a plus de 50 ans, ou elle a peut-être presque un siècle. C'est l'idée que, en fait, si vous regardez les protéines fondamentales du métabolisme en biologie, et ça concerne toute la biologie sans exception, en fait, on a énormément de centres fer-soufre hein, qui fonctionnent avec des mix de fer 2 et de fer 3, en fait, qui sont donc des mix, des centres fer-soufre qui sont dans toutes les protéines basales de tout le métabolisme, hein, de toute la biologie. Et donc, c'était un peu aussi l'idée de Westerhäuser, hein, c'était de dire, bon, finalement, oui, ça ressemble à des grégites. Est-ce qu'à un moment donné, très tôt dans l'évolution, ça n'aurait pas pu être intégré dans ces systèmes pour précisément faire la synthèse de matière organique à partir de CO2H2 où y contribuer. Et d'ailleurs, au passage, la photosynthèse que je mentionnais tout à l'heure, dans les systèmes photosynthétiques non oxygéniques, c'est des centres fer-soufre, hein, d'ailleurs. Donc c'est voilà, c'est assez intéressant. Donc, quelques remarques supplémentaires. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce que je raconte est vraiment vrai? Pour ça, il faudrait vraiment faire des expériences dédiées pour ça, et surtout mesurer les gaz, le H2, le H2S. Et un autre aspect, c'est est-ce qu'on peut avoir des traces de ces métabolismes que je vous ai montrés là dans l'enregistrement géologique. Donc ça, c'est vraiment la thèse de Chloé. Donc on est très content que ça puisse démarrer. Et il y a aussi un intérêt en biotech, bien sûr, hein, je vous en ai parlé. Et, par exemple, là, sur les nouveaux process de bioproduction de H2 en milieu riche en soufre, parce que c'est efficace. Donc, il y a des discussions avec l'IFP, avec Total. Donc, il y a des intérêts de biotechnologie derrière aussi. Alors, le dernier exemple
que je voudrais vous faire, et ça va aller assez vite, hein, rassurez-vous. Le dernier exemple, c'est un travail qu'on a entrepris avec mon collègue et ami Zoher à l'ENS. Donc, en fait, l'idée de base, c'est de rendre des Escherichia coli, donc des bactéries ultra communes, des rendre magnétiques. Alors, vous savez, vous connaissez tous à l'IMPMC les bactéries magnétotactiques, hein, bien sûr. Les bactéries magnétotactiques, ça a potentiellement d'énormes applications en biotechnologie, en dépollution, en biomédical. Il y en a certaines qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'il y aurait certainement un avantage, au moins à rechercher alternativement de pouvoir magnétiser n'importe quel type de bactérie. Donc ça, c'est un peu l'idée de base. Et alors, pour ça, on se sert d'un principe qui est que dans toutes les cellules, ou presque toutes les cellules, en fait, toutes les cellules, ou presque toutes les cellules, font de la biominéralisation d'oxyde de fer, puisque dans presque toutes les cellules, on a des formes de stockage du fer qui sont des ferritines. Alors, les ferritines, c'est des protéines. Hein, donc, c'est des protéines, vous voyez. Alors, en vert, c'est la forme sans fer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apoferritine. Donc, il n'y a pas la particule minérale au centre. Vous voyez, c'est 24 sous-unités. Alors, ça dépend des ferritines. Hein. Il y a toute une diversité des ferritines. C'est une famille très compliquée. Mais grosso modo, là, vous voyez, dans celle-là, vous avez 24 sous-unités qui s'arrangent et qui forment une cage. Et en fait, le minéral, donc l'oxyde de fer, se forme à l'intérieur. Et ça, il y en a dans toutes les cellules, donc y compris dans les cellules de colis. Donc, bon, est-ce que ça pourrait pas être le point de départ pour magnétiser n'importe quelle cellule, en fait. Et ce qui est important de voir, c'est que, en fait, si ça marche, cette histoire de ferritine, il faut voir que dans le cytoplasme, bon, c'est pas évident de savoir quelles sont les formes exactes de transport du fer, mais enfin, c'est assez consensuel. Dans le cytoplasme, le fer, il est quand même surtout réduit, en fait. Il est surtout sous forme d'Fr2+. Et par contre, quand il rentre dans ces formes de stockage, il y a une fonction fer-oxydase, donc avec des espèces oxydantes, des accepteurs d'électrons, hein, d'ailleurs qui restent souvent à déterminer. Et donc la ferritine catalyse par sa fonction fer-oxydase l'oxydation du fer, et à l'intérieur de la cage, donc on récupère l'oxyde de fer insoluble. Et donc l'idée, alors c'est assez intéressant parce que quand on regarde les bactéries magnétotactiques, on s'aperçoit que, en fait, une des protéines communes à toutes les bactéries magnétotactiques, alors on ne sait pas exactement où elle est localisée, enfin c'est pas évident, mais on l'appelle magnétochrome du coup, c'est un cytochrome, mais il a l'air d'être que dans les bactéries magnétotactiques, et ça a l'air d'être vraiment un point commun de bactéries magnétotactiques. Donc on a ce magnétochrome là, et ça fait de la ferroxydation. C'est très analogue à ce qui se passe dans la ferritine. Donc c'est vraiment intéressant. Alors nous, ce qu'on a fait comme première étape pour fabriquer nos colis magnétiques, on s'est dit on va déjà commencer par avoir des souches de colis qui surexpriment la ferritine. On s'est dit on va surexprimer la ferritine, sans parler de fer. Hein, voilà. Et en surexprimant la ferritine, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les cellules, elles se mettent à ingérer des quantités énormes de fer du milieu, et à fabriquer donc des ferritines probablement, enfin oui c'est même sûr, et à les grouper dans des gros corps d'inclusion. Là, je vais vous montrer une analyse après. Donc le premier effet de surexprimer la ferritine, c'est d'augmenter l'internalisation du fer dans les colis. Et en fait, on est allé assez loin dans la... Donc voilà, on les voit là. Et en fait, quand vous regardez en détail, on a fait quelques images de haute résolution là-dessus. C'était pas évident, mais on voit en fait les ferritines individuelles, quoi. Donc voilà. Donc on a les ferritines minéralisées, et en fait, grâce à Guillaume là, donc c'était le postdoc de Weyhan qui était donc supervisé par Guillaume et par moi-même. On a pu faire de l'absorption X sur ces systèmes, et bon, c'est en cours, mais on voit que en fait, ce résultat fondamental, c'est qu'en surexprimant les ferritines, on a donc fait rentrer et en fait, c'est beaucoup des phosphates de fer, mais c'est pas étonnant. Hein, dans les ferritines, il y a beaucoup de phosphates aussi.
Et donc, le résultat, c'est que, bon, on n'a pas encore réussi à aller à la magnétite, hein, c'est la première étape. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces colis-là, qui ont ces minéralisations, ces phosphates de fer, là, on peut montrer qu'elles sont magnétiques déjà, en fait. Elles sont déjà magnétiques avec l'espèce de mélange là, de ferrite, mais enfin très phosphaté. Et Johan Guizotto, d'ailleurs, étudie le magnétisme de ce matériau témoin qu'on a synthétisé, et ça marche très bien. Il y a un peu de magnétisme. Alors, ce n'est pas un magnétisme très fort, mais là, je vous montre le dispositif qui va vous expliquer les images qui suivent. Vous avez les cellules, là, dans un capillaire, alors dans des gouttelettes d'huile, parce que c'est plus facile. On met un aimant. Et en fait, le gradient de champ magnétique va entraîner la migration des bactéries qui ont été magnétisées. Donc là, par exemple, sur cette image-là, vous avez un mélange de bactéries vertes, c'est les GFP, qui ne sont pas magnétisées, elles n'ont pas surexprimé la ferritine, et des M-cherry, ça va être des bactéries rouges, qui sont magnétisées, enfin, qui ont les corps d'inclusion, et qui elles sont rouges parce qu'elles sont associées, enfin le plasmide associé contient quelque chose qui les colore en rouge. Et je vais vous mettre le petit film, vous allez voir, on va mettre l'aimant, et donc dans le gradient de champ, vous voyez ce qui se passe, les rouges tout de suite augmentent vers l'aimant, quoi. Donc on a une migration des rouges, elles ont bien été magnétisées. L'autre film, c'est un peu pareil, il a un intérêt technologique. Là, en fait, on a fait une autre construction. On a les deux, les vertes et les rouges, qui sont mélangées et qui sont magnétisées toutes les deux. Elles surexpriment toutes les deux la ferritine. Mais ça, c'est pour montrer l'intérêt biotech éventuel, c'est que vous pouvez du coup concentrer un mélange de ces bactéries. Vous voyez, pareil, en appliquant l'aimant, là, vous voyez, et là, vous faites un mélange de vert et rouge. Bon, après, vous pouvez faire des variations à l'infini pour jouer avec ce genre de système technologique. Alors, quelques remarques supplémentaires. Oui, on aimerait bien quand même réussir à faire des magnétites parce que là, il faut être dans des gradients de champ très forts. Donc une idée centrale, intéressante, ça serait de réussir à convertir cette ferrite, enfin ce matériau-là, en magnétite. Alors, ce n'est pas facile, mais on finira peut-être par arriver à faire nos bactéries magnétotactiques complètement artificielle par une voie, par une voie qui est intéressante. Alors, ce que j'aime bien dans ces recherches, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça donne des images. Alors, c'est pas du tout le schéma qui s'est produit dans l'évolution, mais ça donne des images qui permettent de mieux appréhender ensuite, de comprendre comment peut-être le magnétisme a pu émerger, ou au moins d'avoir des voies. Une autre voie intéressante, c'est que pour transformer les ferrites en magnétite, on peut le faire sans faire d'OGM du tout, sans modifier génétiquement la colie, mais simplement en juste faisant percoler du fer de plus dans des colis, alors dans des conditions. Voilà, donc bon, ça c'est assez intéressant. Et évidemment, donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer toutes les applications possibles. Enfin, on pourra en parler si vous le voulez d'ailleurs. Voilà, donc j'arrive au bout. Je vous ai montré 3 exemples de nanomatériaux qui sont en fait des produits métaboliques qui a priori ne sont pas géniaux, quoi, qui même, vous l'avez vu, dans certains cas, et dans la plupart des cas d'ailleurs, au début, ça augmente pas la fitness des cellules qui sont concernées, hein, elles se sentent plutôt plus mal. Mais dans chaque cas, on a pu au moins intuiter que ces nanomatériaux, de l'environnement de ces micro-organismes, ils avaient finalement une fonction écologique, hein, que ce soit finalement des produits de détoxification des ROS avec les oxydes de manganèse, que ça a l'air de manipuler la synthèse abiotique de matières organiques avec les grégites et les pyrites. Et dans le cas particulier, évidemment, que ces corps d'inclusion un peu désagréables rendent l'objet magnétique. Et du coup, avec ces fonctions,
eh ben, ces matériaux, effectivement, ça peut donner des idées intéressantes en termes de synthèse de matériaux et en termes de progrès. Donc, ça fait une recherche qui, somme toute, enfin, moi, j'ai énormément de plaisir à faire de ce genre de recherche. Et je dirais en mot final, l'IMPMC est certainement un très, très bon endroit pour, et assez unique peut-être d'ailleurs, pour développer ce genre de choses. Voilà, je vous remercie. Je m'arrête ici. Merci François. Merci.